Hello hello et bienvenue sur le podcast Productif et Serein, où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes, techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Bonjour Emma. Bonjour Romain. Bonjour Jean-Phi. Bonjour Romain, bonjour Emma et bonjour Geoffrey. J'allais dire bonjour Geoffrey aussi. Voilà. Bonjour tout le monde, très heureux de faire ce podcast tous les quatre. Alors aujourd'hui, tous les quatre, c'est surtout Jean-Phi qui va parler. Nous, on va être là pour le dérailler un petit peu, comme d'habitude, lui poser des questions, le pousser dans ses retranchements par rapport à son sujet. Et son sujet, c'est le storytelling. Eh bien oui, c'est vrai que depuis un petit moment, je m'intéresse au storytelling, à la narratologie, excusez-moi de déranger des mots longs, mais c'est-à-dire la façon dont sont structurées les histoires, et ça m'aide bien en fait pour l'écriture de jeux, l'écriture de manière générale, de team building également. Également, ça m'intéresse de savoir en fait comment les marques, les entreprises communiquent. Effectivement, il y a quand même pas mal d'évolutions à ce sujet depuis en fait un long moment. Donc, j'ai plusieurs livres qui m'intéressent, dont en fait un qui est sur l'art du storytelling justement, dont je vous parlerai une prochaine fois. En dernier, je vous parlerai, parce que je pense faire 3 interventions, d'un livre de Georges Lévy qui s'appelle Mythologie des marques. Et en tout premier, puisque je pense qu'en fait c'est le démarrage est là, c'est le livre de Christopher Vogler, le guide du scénariste, qui s'inspire lui-même de travaux d'un universitaire, Joseph Campbell, qui a écrit dans les années 50 un ouvrage qui s'appelle Le héros aux 1001 visages. Il est le créateur du concept du monomythe. Alors, d'abord, j'aime bien, d'un point de vue humain, sa recherche. C'est-à-dire que il s'est posé la question. Il y a des mythes absolument différents dans toutes les civilisations. Les mythes sont constitutifs des civilisations, parce que dans les mythes, non seulement il y a une histoire qui concerne tous les hommes finalement, mais il y a aussi la transmission de valeurs juridiques, de valeurs de justice, enfin toutes sortes de choses qui sont également dans les mythes. Si on songe à Antigone par exemple, c'est vrai que ça raconte quand même finalement l'équilibre entre la loi, Créon, le père, et d'une certaine manière la jurisprudence, c'est-à-dire dans tel cas, est-ce que la loi s'applique d'une manière aussi tranchante. Voilà. Et donc sa recherche, la recherche de Joseph Campbell, c'était de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui lie, qu'on retrouve dans tous les mythes de l'humanité, et sur tous les continents et de toutes les civilisations. Alors déjà, cette recherche, je la trouve intéressante, moi, parce que ça me touche moi, alors en tant qu'occidental, tout ça, blablabla, mais cette histoire d'universalisme. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a quelque chose qui nous rapproche et qui me lie à l'ensemble de l'humanité, que ce soit en Europe, plus loin, en Asie, enfin bref, quelque chose qui nous lie tous, toute l'humanité. Oui, et ça me fait penser ce que tu dis là à une des découvertes que j'avais fait moi sur un bouquin d'un type qui s'appelle Mircea Eliade, qui est, je sais plus quel pays de l'Est pour le coup, mais qui était un type qui a fait beaucoup sur les traités d'histoire des religions, beaucoup de choses comme ça, donc sur le même thème quoi. Et dans un de ces, alors je sais plus si c'est dans le traité exactement, qui a un gros truc en 3 thèmes ou un autre où il analyse aussi comme ça toutes les choses qui sont communes, en fait, ce qu'il essaie de trouver communes à toutes les espèces, mais en termes de, par exemple, des éléments.
L'eau, par exemple, a tout un tas de symboles, si tu veux, qui sont communs à tout un tas de populations, j'allais dire, de peuples. Oui. Et en fait, en particulier l'eau, le symbole du baptême, c'est-à-dire le baptême original où on disparaît dans l'eau, si tu veux, et puis on ressort en fait de l'eau, hein, pas le fait de se mettre 3 gouttes sur le front, mais vraiment le truc de disparaître dans la flotte et de ressortir derrière, est quelque chose qu'on retrouve et qui est compris par absolument tous les peuples sur la planète, quel que soit parce que c'est le côté de disparition de la forme et de réapparition. Donc ta forme disparaît puisqu'une fois que t'es dans l'eau, on voit plus, vraiment, et tu réapparais et en plus t'es purifié, lavé, etc. Et ça parle à tout et je trouvais ça assez fascinant. Eh ben, c'est effectivement. Alors, merci de l'intervention. Et en fait, l'idée, c'est que probablement, ça parle de renaissance. C'est-à-dire, il y a effectivement une forme qui disparaît et qui réapparaît. Mouillé, mais transformé. Mais propre. Mais voilà, c'est ça. Mouillé, mais propre. Exactement. C'est très important. Et c'est très important. Donc, l'universalisme. Et cette idée que, effectivement, dans tous les mythes, eh bien, il y a une structure qui, peu ou prou, se retrouve à chaque fois. Alors évidemment, ça n'a pas tombé dans la prothèse d'un sourd, et voilà que Christopher Vogler, qui est donc un scénariste, a repris les travaux de Joseph Campbell et eh bien en a tiré un livre très intéressant, donc le guide du scénariste. Je précise, hein, j'en profite pour te couper dans ton élan. Non, je plaisante. Que Christophe Vogler, et c'est un des papes du scénario aux États-Unis avec Robert McKee. Quand on apprend à écrire des scénarios, on apprend en général de ces deux bonhommes-là et de Vogler notamment pour toute cette histoire de exactement. Voyage. Bah voilà, je l'aurais pas mieux dit. Donc effectivement, voilà voilà en tout cas ce qui. Pourquoi le livre existe, ça s'appelle le guide du scénariste, donc ça veut tout dire. Et donc à l'intérieur, eh bien, il se livre à une compréhension en 12 étapes de pratiquement tous les mythes, mais également de énormément de films. Beaucoup de films sont construits comme ça. Et donc, les films sont construits avec l'idée qu'il y a un voyage du héros qu'on va retrouver dans énormément de mythes, comme je vous le disais. Alors, je vous invite à imaginer une horloge. Et effectivement, il y a 12 étapes. Donc, si ça vous va, on va faire ça en 12 minutes. J'essaierai de pas être... Est-ce qu'on a McFly avec nous pour l'horloge? C'est une référence. Ah oui, Une référence de haut vol. Exactement. Alors, je sais pas si on va y Qui nous ramène loin dans le temps. Voilà, N'est-ce exactement. pas? On a dépassé la date il y a peu de... Oui. Et on n'a toujours pas de hoverboard, on n'a toujours pas de hoverboard digne de ce nom. Et des vêtements qui se nettoient tout seuls. C'est vrai. Et de chaussures qui se serrent toutes seules aussi, c'est vrai. Exactement. Ouais. Je vous propose de revenir sur le sujet. Alors, mais c'est du mythe en même temps, c'est devenu du mythe, ça. C'est devenu du mythe et c'est construit de la même manière. Voilà. Alors, bien, il est 0 heure et on est à l'étape 0 justement, à l'étape 1, puisque le héros, eh bien, on le voit dans son monde ordinaire. Voilà. Le héros ne sait pas qu'il est un héros. La plupart du temps, il peut même avoir ne pas connaître ses origines. Vous pensez à Oedipe, hein, par exemple. Il ne sait pas qui est son père et qui est sa mère, et ça fera que quand il les rencontrera, il aura des comportements, disons, pas les bons, quoi, pas les bons. Exactement. On en trouve beaucoup d'autres qui en fait sont des orphelins et qui sont élevés par des parents adoptifs. Ou des animaux, des choses comme ça. Voilà, exactement. Qui savent ou qui ne savent pas qui est que cet enfant est son devenir est celui d'un héros. Un héros, c'est finalement quelqu'un qui a une double substance, qui est à la fois un homme qui a toutes les caractéristiques de l'humanité, mais également qui est une sorte de dieu. Puisque il va avoir un pouvoir ou des actions qui vont changer l'état du monde. Voilà. Donc, si on pense à quelques exemples de films, par exemple, la légende arthurienne. Dans la légende arthurienne, Arthur, au début, c'est un valet, c'est un écuyer.
il ne sait pas du tout qu'il est qu'il a une destinée extraordinaire, et surtout que sa substance est aussi à moitié, disons, divine, puisque son père est Uther Pendragon, qui est lui-même, disons, presque un dieu, quoi. Hein. Mais de la même manière, Luke Skywalker s'ennuie à mourir sur sa planète Tatooine, puisque finalement il est également un valet. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait pas quelques sources d'inspiration de est-ce qu'Arthur avait des épées laser? Arthur a pas d'épée laser, mais il a l'épée qui retire du Excalibur. socle, Excalibur, et qui est une épée magique. Oui. Et qui flamboie. Donc, par rapport à l'épée de Skywalker, voilà, hein, ça ressemble. Et effectivement, voilà, pour l'instant, il sait pas qu'il est un héros. Alors, il s'ennuie. Et puis, vers 1h, vers 2, si je suis bien vers 2h, eh bien, il ressent quand même un appel de l'aventure. Quelque chose qui lui dit que ce monde trop tranquille, eh bien, ne lui correspond pas. Il y a quelque chose qui l'appelle. Alors, quelquefois, il peut y avoir un messager qui vient lui taper doucement sur l'épaule en lui disant il y a peut-être quelque chose à faire, qui va lui faire peut-être une annonce. Si vous pensez à notamment dans disons au prophète Mahomet, par exemple, c'est l'ange Gabriel qui vient lui dire que il a peut-être un destin différent que celui qui croit d'être juste un commerçant qui traverse le désert avec ses chameaux. De la même manière, le héros peut être une héroïne. Ça se trouve pas souvent, de plus en plus. Oui, parce que depuis la naissance de ma fille, je suis devenu un féministe orthodoxe et j'achète à ma fille en fait des bouquins dont les héros sont des héroïnes. Et qui montrent que ne sois pas assez étonné, hein, tu sais. Non, mais voilà, je trouve que ça, cette littérature existe de plus en plus. Voilà. Il met au jour des choses qui étaient auparavant cachées. Ouais, et je m'en félicite. Donc, l'ange Gabriel aussi annonce un destin formidable à Marie, qui, tiens, entre parenthèses, va donner naissance à un enfant qui lui-même est mi-dieu, dis donc. mi-homme. Voilà. Et donc, l'appel à l'aventure se présente. Il y a un problème ou un défi à relever. Par exemple, si je reprends dans Star Wars, eh bien, il faut sauver dans le premier épisode la princesse Leia et même sauver la galaxie et même sauver le monde entier, puisque les forces du mal sont juste prêtes, comme dans Astérix, à complètement envahir le monde. Seul un petit village résiste, et ça, voilà. Et donc, c'est de ce petit village que va probablement arriver des choses extraordinaires. Donc, il y a cet appel à l'aventure. Mais et nous sommes à 3h, eh bien, le héros est aussi une substance humaine, eh bien, il a peur. Ouais, oui. Et il va résister à cet appel à l'aventure. Il a peur de quoi ? De l'inconnu, en définitive. Il a peur de ce qui va se présenter à lui devant. Peut-être retenons cette 3e heure parce que j'y reviendrai à la toute fin. Peut-être pour expliquer pourquoi est-ce que ce voyage du héros est aussi universel. Et donc en fait, l'intérêt narratif de ce moment, c'est de replacer le héros justement dans sa substance humaine et de finalement magnifier le défi qu'il va avoir à réaliser. Et donc, plus le défi est difficile, et c'est ce contraste-là qui permet de le montrer, évidemment, plus l'exploit du héros sera formidable. Il y en a qui a très bien compris ça, c'est Jules César, dans la guerre des Gaules, où il augmente très probablement le nombre de Gaulois qu'il a à combattre, leur cruauté, et diminue son nombre de pertes aussi. Peut-être aussi, mais en tout cas, où il explique pourquoi est-ce que il a autant de pertes probablement.
Ils étaient 16, là, nous on était que 2. Bon, voilà. Hein. Donc il y a cette idée-là éventuellement. Et là arrive un personnage qu'on retrouve vraiment beaucoup, c'est le mentor. Donc nous sommes à 4 heures, le mentor est matinal et il arrive pour aider le héros, probablement aussi pour avoir un dialogue avec lui et pour que on puisse comprendre l'histoire. Ça peut, et c'est souvent, un vieil homme sage ou autre, et le mentor, le plus souvent, va donner une arme magique au jeune héros. Donc là, pour ceux qui ont vu Star Wars, ça vous fait penser à Obi-Wan. Eh bien sûr, Obi-Wan, en plus interprété par un acteur shakespearien, enfin vraiment c'est extraordinaire, et un charisme fou, et qui va lui donner l'arme magique. Voilà, alors il lui donne, là dans le film, il va pas le tirer d'un socle imaginaire. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus trivial, mais enfin ça marche quand même. Ouais, exactement. Et il va pas l'accompagner jusqu'au bout de l'aventure. Généralement, il meurt avant, ce qui arrive en fait à Obi-Wan, puisqu'il disparaît à la moitié du film à peu près, dans un combat contre Darth Vader. Je le prononce à l'ancienne, hein, vous savez, c'est D-A-R-H. Voilà. TH. TH, exactement. Donc, ce mentor, eh bien, il va finalement donner des clés à notre héros. Et une fois que c'est fait, il est 5 heures. Le héros passe le seuil de l'aventure, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le monde extraordinaire. C'est-à-dire qu'il était dans le monde ordinaire, il a vécu ce dont on vient de parler, et il va rentrer dans le monde magique, d'une certaine manière le monde des adultes, et il va se confronter à l'inconnu. Et donc, une fois qu'il y est, c'est comme dans Orphée, il peut plus faire demi-tour. Il est vraiment coincé dans le monde extraordinaire. Alors, dans le premier Star Wars, en fait, il arrive dans la ville. Cette ville, il est dans un petit village, lui, de la campagne reculée. Il arrive à la ville, qui est une ville où il y a beaucoup d'insécurité, où il y a qui est occupée. Et puis, dans ce bar, vous savez, un peu interlope là, où il va rencontrer Han Solo. Et donc, eh bien voilà, le héros passe à 5 heures le seuil du monde extraordinaire. Et à 6 heures, eh bien, il va subir tout un tas d'épreuves. Ces épreuves, en fait, vont lui permettre de rencontrer ses alliés et ses ennemis. Dans la narratologie, là, vraiment, on est dans quelque chose de tout à fait classique. Le héros a des alliés et des ennemis. Alors, quelquefois, évidemment, ils vont changer. Hein. Certains sont des alliés au début, vont se révéler finalement des ennemis. Le contraire existe parfaitement. Et en définitive, eh bien, le héros, il va pouvoir être accompagné. Autant notre Luke Skywalker représente la chevalerie, en quelque sorte, hein, c'est le bien absolu, d'accord, le don de soi. Et qui est-ce qu'il va rencontrer comme personnage? Eh ben, c'est un brigand, c'est-à-dire presque son opposé. C'est intéressant parce que tout ça, les contrastes font que, évidemment, eh bien ça rend les choses plus enrichissantes, quoi. Et plus, en tout cas, les possibilités scénaristiques plus riches. Voilà. Et puis le héros, eh bien, il va être confronté à 7 heures à l'endroit le plus dangereux. C'est d'une certaine manière la caverne, parce que le plus souvent c'est en profondeur, c'est-à-dire dans la terre. Alors, il y a certainement quelque chose de très symbolique par rapport à ça, puisque la Terre, c'est le lieu de l'introspection, d'une certaine manière, de cette réflexion que le héros peut avoir sur lui-même. Et il va rencontrer là l'objet de sa quête. C'est là où l'objet de sa quête est caché. C'est dans cette caverne, d'une certaine manière. Alors, dans le premier Star Wars, Luke, vous savez, hein, finalement, ils sont aspirés par l'étoile noire. Ils arrivent dans l'étoile noire
ils arrivent à se sauver du vaisseau et à rentrer dans l'étoile noire, de s'y cacher. Et il est plongé à ce moment-là dans les poubelles. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, avec les murs qui se resserrent et l'espèce de exactement. Au fond, là. Eh bien, cette caverne, cette poubelle de l'espace, c'est la caverne. C'est une caverne. Exactement. C'est à l'intérieur de ça qu'il va vivre, il va en tout cas affronter la mort. C'est l'épreuve suprême. Il va affronter la mort à cet endroit. On appelle ça Ordéal. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, Emma. Ordeal. Voilà. Donc, Ordeal. Ouais. je pense que c'est la même racine que l'ordalie en français, qui est la justice de Dieu. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, on pensait que si on avait quelque chose à régler entre hommes, il suffisait de se battre et celui qui avait mis une bonne peignée à l'autre, eh bien, était élu de Dieu. Voilà. Donc, voilà. C'est simple quand même. C'est quand même pas compliqué. Mais voilà, c'est ça. Ça n'avait rien à voir avec le nombre de kilos qu'on soulevait tous les matins, ou l'entraînement qu'on pouvait avoir ou quoi que ce soit. Hein, c'est évident. Mais non, voilà. Je veux dire, c'est Dieu qui dit que. Et donc voilà. Et donc là, il va effectivement, le héros va subir à 8 heures l'épreuve suprême. Il affronte la mort. Dans le Star Wars en question, donc effectivement, il est dans la grande poubelle de l'étoile noire. Il n'y a pas de recyclage sur l'étoile noire. Vous voyez, je pense qu'à l'époque on s'en fichait pas mal. Ouais. Et donc effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les murs se resserrent, etc. Peut-être ne l'avez-vous pas en souvenir, mais il y a une espèce de bébête qui tentaculaire, qui attrape notre héros par les pieds et qui l'immerge. Donc l'image que tu as donnée tout à l'heure de de l'eau et de la Renaissance, eh bien existe dans dans Star Wars. Mais il était moins propre quand même en sortant. Comment? Il était moins propre en sortant quand même. Non, ça va. Il est propre. Il a juste les cheveux mouillés. Et les autres sont impeccablement propres, etc. Bon, ça c'est Hollywood, c'est-à-dire que ils peuvent leur arriver les pires choses, etc. Ça décoiffe pas, ouais. La fille, ah oui, ça c'était génial. Je crois que c'est dans les mines du roi Salomon. Ils vivent, ça fait des mois qu'ils sont dans la brousse, etc. Et le mec a son brushing et la nana son maquillage qui est parfait. C'est les héros, ça. C'est leur nature divine. C'est ça. Ils ont le make-up, tu sais, intégré. Et donc, il va renaître, ce héros. Là, il a vraiment affronté la mort. Et alors, à 9 heures, eh bien, il va s'emparer de l'objet de sa quête, son élixir. Alors, l'élixir, vous voyez, la force, par exemple, hein, je reprends cet exemple-là, mais la force, si on le considère que c'est comment dirais-je, une analogie. L'élixir. Comment? Une analogie de l'élixir, c'est ça que tu veux dire? Oui, une analogie de la connaissance de soi. Ah oui, pardon. Oui. Parce que c'est un peu ça quand même, hein, il s'entraîne, etc. Eh bien, c'est ce qui va rapporter au monde un peu plus tard, et c'est ça qui va faire changer, que le monde aura changé avec l'histoire qu'on est en train de raconter. Si je reprends la plus vieille mythologie, enfin du moins Gilgamesh. Le plus vieux mythe, exactement, Gilgamesh ou Gilgamesh. Donc pourquoi est-ce que c'est le plus vieux? C'est, mais je ne parle pas le syrien. Non, c'est ça. C'est la différence entre toi et moi. Ouais, c'est ça. C'est que voilà. Et donc pourquoi est-ce que c'est le plus ancien? Parce que tout simplement, c'est celui de la civilisation qui a inventé l'écriture. Donc on en a des traces écrites. Voilà, c'est juste ça. Le héros Gilgamesh, en fait, finalement, il va apporter la civilisation puisqu'il se sera confronté aux forces de la nature. Voilà. Et donc, en fait, le héros Gilgamesh, il sort l'humanité de son état naturel. Il lui apporte la civilisation, justement. D'une certaine manière, l'humanité est à la fois animale et, grâce au langage, approche de la divinité, puisqu'il peut concevoir tout un tas de choses. Voilà. Et puis, l'ombre, c'est-à-dire l'adversaire du héros, il est peut-être pas d'accord, hein, donc à 10 heures il est toujours réveillé, notre ombre, et il va se venger
il va encore y avoir des péripéties parce que il va pas laisser comme ça le héros rentrer chez lui tranquille. Alors il y a des ombres qui sont un tout petit peu moins manichéennes que Dark Vador contre les Jedi d'une certaine manière, où là vraiment très clairement il n'y a pas de gris quoi. Hein. Non. C'est, où on est du bon côté de la force ou du mauvais. Je sais pas exactement quelle est la finesse de la frontière, mais enfin c'est une frontière très très fine et il n'y a pas de place entre les deux quoi. Hein. Mais donc évidemment il va poursuivre. Jean-Philippe, tu m'inquiètes. Pourquoi? Tu m'inquiètes parce qu'il y a que les Sith qui réfléchissent en noir et blanc. Hein. Les Jedi en théorie on réfléchit en niveau de gris quand on est dans les Jedi. Ton analogie non, mais il parle pas du personnage du Jedi lui-même. Il parle de la narration. C'est soit tu es Jedi, soit tu es Sith quelque part. C'est ça. Tu peux pas être un petit peu entre les deux. C'est ça qu'il voulait dire. Non mais Jean-Philippe. Non mais je suis. Oui, c'est tout à fait ça. Mais voilà. Non mais j'ai été démasqué par Geoffrey qui sait que je suis du mauvais côté de la force. Ok. Et donc donc il a un chemin pour retourner. Jusque dans son monde d'une certaine manière, voilà. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très prométhéen. D'accord. Le héros va voler peut-être quelque chose de divin qu'il va rapporter à l'humanité et subir les foudres des dieux. Et donc je dis pas foudre par hasard puisque c'est Zeus et vous savez que Prométhée il va payer très très cher. Ouais, pas cool. Ah non, c'est pas cool. Non, il se fait manger le foie tous les matins. Ouais, c'est pas très sympa. Un oiseau très vilain. Donc le héros revient au monde vers 11h, juste avant l'heure du déjeuner. Comme quoi c'est bien fait. Il revient du monde extraordinaire et il s'est aventuré. Il est évidemment transformé par son expérience et il retourne apporter l'élixir vers midi. Donc l'élixir, c'est-à-dire ce qu'il rapporte à l'humanité. Donc la connaissance de soi peut-être pour et puis la connaissance de la force pour Luke Skywalker, mais également dans les mythes, ça peut être la civilisation, le feu et toutes sortes de choses des lois morales et toutes sortes de choses très utiles pour l'humanité. Alors, si on regarde, et ça c'est mon interprétation à moi, hein, donc c'est que au fond, si le voyage du héros est aussi universel, c'est qu'il nous touche tous en tant qu'être humain, puisque moi, je me souviens quand j'étais au cours de théâtre, il y avait un auteur qui était venu et qui a dit l'aventure humaine, en fait, l'aventure des hommes et des femmes, c'est de sortir de l'enfance. Je l'avais pas compris ça. Puis c'est une phrase qui m'a poursuivi longtemps. Et je trouve que le voyage du héros nous raconte à tous, tout bas dans l'oreille, finalement cette histoire de sortir de l'enfance, d'aller vers l'inconnu, de sortir d'un monde ordinaire, certainement rassurant, pour se confronter à des choses qui le sont moins, des nouveautés, mais que c'est bien ça l'élixir de la vie, c'est-à-dire le changement d'état, expérience, voilà. Et je suppose que il y a beaucoup d'entités qui peuvent avoir le même récit humaine ou même peut-être pour venir à ce qui nous intéresse, enfin ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui lie, c'est l'idée de comment est-ce que les entités vont pouvoir se raconter au travers ce voyage du héros. J'ai fini. Voilà. Mais merci, Jean-Philippe. Donc par entité, évidemment, tu entends les marques, les produits, éventuellement des choses comme ça. Notamment les marques. Oui, également. Et puis peut-être ça peut être aussi une façon de relire sa propre histoire, en se disant tiens, quelle a été ma mort symbolique, quel est mon élixir à tel moment. Peut-être qu'on peut avoir d'ailleurs plusieurs voyages pour les héros du quotidien que nous sommes. Oh, merci, c'est très. Et donc, voilà, c'était pour aujourd'hui, ça.
Parce qu'après, tu nous promets d'autres choses dans d'autres... Alors, la promesse, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est... Alors, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est toi qui m'inspire, Robin. Quand tu as j'ai pas rien à t'offrir, là. Ça faisait longtemps. Mince. Quand tu as parlé de StoryBrand, oui. en fait, j'ai trouvé que la façon de se raconter pouvait nous aider. Je ne sais pas si les uns et les autres ont vécu de se demander qu'est-ce qu'ils allaient mettre sur leur profil LinkedIn, où on vous explique qu'il faut vous raconter en très peu de mots. Ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion avant. Qu'est-ce que vous allez mettre sur votre site internet quand vous allez raconter l'histoire de votre entreprise? Est-ce que vous choisirez de parler de vous-même ou de ce que vous pouvez apporter aux autres? Donc c'est la différence qu'on peut faire entre le storytelling et le story brand. Voilà, d'une certaine manière. Enfin, est-ce que c'est-à-dire, pour compléter, c'est que je me permets que effectivement, c'est la même trame narrative, si tu veux. Le StoryBrand a réduit, raccourci beaucoup, mais on est sur la même trame narrative du mythe, finalement, de l'histoire avec la manière de raconter l'histoire. Sauf que effectivement, là où StoryBrand va faire en sorte qu'on raconte l'histoire du client, le storytelling va faire en sorte de raconter l'histoire de la marque, comme tu l'as très bien dit. Mais c'est les mêmes ressorts. Je crois qu'il y a une force de la façon de raconter les choses. Je me souviens de ma prof de français qui nous disait la force de la forme, d'une certaine manière, elle est là. Imaginons qu'il y ait un aveugle qui fasse la manche à la sortie du marché. Il y a marqué aveugle et dans son écuelle, peut-être qu'il y aura peu d'argent. S'il met le printemps arrive et je ne le verrai pas, peut-être que ça touchera plus nos émotions. Alors moi, je m'arrêterai bien là-dessus, mais je sais que Geoffrey voulait dire quelque chose. Ah non, mais là, c'est très très dur d'enchaîner sur une telle citation que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette perspective où effectivement on change l'interprétation sur le même fait. En fait, on prend des perspectives différentes sur le même fait. J'ai bien aimé le parallèle que tu as fait avec Novi parce que effectivement, si on prend un peu de hauteur, un peu de recul dans ce voyage du héros, on peut tous s'imaginer à différents moments dans est-ce que je suis en train d'affronter et d'avoir les tests et l'ordi, les moments les plus difficiles. Est-ce que je suis plutôt en phase de récompense? Est-ce que je suis plutôt à refuser l'aventure? Et on a tous différents moments, voire on peut être dans différents moments dans plusieurs projets. Parce que chaque projet peut avoir sa vie et dans un projet, on peut hésiter à se lancer alors que dans un autre, c'est la fin du projet et on est dans la phase de retour avec l'élixir, monde ordinaire, etc. Et je voulais juste souligner un point que tu as dit, que j'aime bien également, qui est la peur justement de se lancer dans l'inconnu. À 3 heures, le héros est invité à l'aventure et il refuse cette aventure. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent en coaching où les personnes ont cette dimension de je vois pourquoi il y a l'intérêt, je vois pourquoi j'ai envie pourquoi ça serait bien d'y aller et je refuse d'y aller. Et je me bloque et je me bride et j'ai peur de l'inconnu. Et moi, ce qui m'est venu quand tu partageais ça, c'est il y a une petite phrase qui dit votre vie est à l'image de l'incertitude que vous acceptez. Donc, plus on accepte de niveaux d'incertitude, et plus on peut se lancer, et plus on peut s'autoriser des choses, et plus on accepte finalement l'aventure et l'opportunité de grandir, et l'opportunité de passer dans la vie d'adulte quelque part. Et souvent, quand on refuse, c'est qu'on préfère garder le confort, garder la sécurité, et on refuse de passer à un niveau d'incertitude supérieur. Donc, quel est le niveau d'incertitude que vous acceptez et auquel vous avez envie de jouer ? Voilà moi ce qui m'est venu dans ton très beau partage. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Et à tous. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifetserein.com, tout attaché, sans trait d'union. Bonne productivité, bonne sérénité, et nous vous retrouvons au prochain épisode.